Je m'appelle Éric de Belleval. J'ai écrit en 2017 un roman qui s'appelle Libre-Échange et qui a été publié par les éditions Sémaphore. Avant de vous en lire un début, je voudrais vous dire un mot du thème de ce livre qui est la trahison. Parmi les fragilités auxquelles n'importe quel pouvoir est exposé, il y en a une à laquelle on ne pense pas forcément tout de suite et qui est justement la trahison. J'ai voulu développer ce thème dans Libre-Échange pour montrer comment une mécanique aussi imprévisible et aussi subtile se manifeste parfois là où on l'attend le moins, c'est-à-dire chez un fidèle. Et j'ai écrit l'histoire d'un numéro 2, de quelqu'un qui est dans l'ombre du président d'une grande entreprise, et puis qui s'aperçoit petit à petit que cette situation de numéro 2 ne lui convient pas, qui pense qu'on pourrait très bien faire de lui un numéro 1 à la place du numéro 2, et qui commence à diviser le monde entre ceux qui ont droit à exercer le pouvoir et ceux pour qui il n'est pas fait. Alors, on prend le récit à son tout début. Les deux personnages sont à New York, où ils viennent de sortir d'une réunion de travail, probablement liée à leur activité, qui est l'industrie minière. Aucun obstacle jusqu'à présent n'est venu gêner ou ralentir mon ascension professionnelle. Je suis presque au sommet de la hiérarchie, certes au service d'un plus puissant que moi, mais d'un seul, et je m'apprête à jouir de ma position pour un temps indéterminé, sans autre souci que le traitement des affaires quotidiennes. La réalité, la mienne, m'épargne tout souci matériel. Je n'ai pas pris le métro de Toronto ou d'Ottawa depuis plusieurs décennies, et la plupart des cartes de crédit que je porte sur moi sont des fontaines, toujours prêtes à laisser jaillir une réserve abondante, rattachée quasiment sans limite au compte bancaire du groupe que je sers. Je ne suis pourtant qu'un domestique, une sorte d'esclave émancipé qui dispose d'une certaine liberté de parole et d'action, que son maître écoute et récompense, mais qui vit dans son ombre. Au Canada et partout où il lui plaît d'aller, aujourd'hui à New York. Le visage caressé par les derniers étirements d'un soir de juin, je sens se dissiper les troubles d'une légère ivresse. Je marche du pas lent d'un éléphant, sûr de n'avoir rien à craindre des dangers de la jungle, aux côtés de Garek, chef incontesté du troupeau et président à qui je dois ma nomination récente au poste d'administrateur en chef de Beta Gold, fleuron de notre industrie minière. Les vents d'été, impatients et sûrs de tout dominer, bercent la nuit chaude et chassent les odeurs d'une journée défunte vers le large, en raclant la chaussée presque déserte. Les perspectives et les hauteurs des constructions gavées de puissance, modelées par des équilibres mystérieux, entrecroisent leurs lignes et leurs volumes, composant davantage un paysage surprenant qu'une œuvre humaine. Invités par les lieux eux-mêmes à une promenade indolente et silencieuse, Garek et moi arpentons la 7e avenue en tirant sur nos cigares, sereins et choyés par une invisible bonne étoile qui semble irradier les moindres recoins d'une obscurité aussi douce que l'innocence. A-t-il imposé cette nuit d'hôtel plutôt qu'un retour immédiat à Toronto après le souper pour jouir d'une promenade de fumeurs ? Inutile de me poser la question, je dois seulement me réjouir d'avoir été l'unique collaborateur invité à l'accompagner. Le président avance d'un pas lourd, son bras gauche persuadé d'avoir à ponctuer ses paroles au moyen de moulinets de bonimenteurs étrangers au moindre sens du rythme. Ses enjambées d'écrabouilleurs transforment le trottoir en un champ de bataille. Son nez, à l'allure de proue aiguisée, fend l'air avec assurance et ses petits yeux ne regardent rien. Il tourne de temps à autre son visage vers le mien, sans s'attarder. Il ne me voit pas et n'a pas l'intention de faire le moindre effort pour m'apercevoir. Il y a pourtant sur ses lèvres minces la torsion d'une moquerie, le projet de tout tourner en dérision, de donner en spectacle un continuel agacement face à la nécessité de convaincre des esprits trop lents. Le mien voit tout, sait tout, accepte tout. Mon sourire de retour voudrait le signifier à Garek, qui n'y prête aucune attention. Le pli de mes lèvres se dissout dans l'air humide en même temps que mes projets de cris, incapables de franchir la barrière de mes dents, toutes limées. Une herse de pluie chaude tombe d'un coup. Nous rentrons à l'hôtel, agrippés au revers de nos vestes trempées et incapables de courir. Garek crache son cigare dégoulinant sous le parapluie du portier et une fois dans le hall, me demande de l'accompagner pour tirer le bilan de la soirée. La porte de sa suite refermée sur nous, après un grognement d'excuses, il s'éclipse dans la salle de bain en me désignant d'un geste vague la compagnie prétentieuse des meubles du salon. Je tente d'essuyer mes cheveux entre mes doigts en écoutant le ronronnement de son séchoir, écho de la climatisation avide elle aussi de tout sécher dans la pièce.
Vêtu d'une chemise propre et arborant un sourire d'intense satisfaction, il me rejoint, s'inquiète distraitement de me voir debout et abaisse un avant-bras seigneurial vers un des deux fauteuils encadrant la fenêtre. Je le regarde fouiller dans le minibar et poser sa récolte désordonnée de petites bouteilles d'alcool sur la table basse qui nous sépare. Je pourrais à cet instant lui dire mon envie d'aller dormir et me lever sans sa permission. Je pourrais dans le même élan trouver en moi la force de lui rappeler sans discussion possible l'existence des autres, la mienne surtout. Le mettre en garde d'une voix calme et assurée au sujet des monceaux d'illusions qui commencent à tapisser les parois de son esprit et deviennent aussi épaisses que le capitonnage des portes de son bureau du 50e étage au sommet de la Beta Tower plantée au centre du Financial District. Le monde extérieur, pour lui une somme d'insignifiance, une absence de menace, un nuage sans consistance, n'est pas davantage autorisé à entrer dans sa tête que dans la pièce où il exerce son pouvoir. Il se veut producteur inlassable d'idées, donneur d'ordre, capable de lancer et d'impulser tout à tout moment. Aucun sursaut critique, aucune mise en cause ne doit lui faire perdre son temps. Il sait, point final. Il est partout chez lui, sur la 7e avenue, en terre étrangère comme au sommet de la tour d'où il règne sur les 3/4 de l'industrie canadienne, en gouvernant BJ, première compagnie minière mondiale, première multinationale du pays. Pauvre fou. Je pourrais. Cette vague intention heurte un principe absolu. On ne dit jamais « je veux » dans la position que j'occupe. On marque un temps, on lève un sourire épaté, on se montre déconcerté de ne pas être aussi fort, aussi légitime que le numéro 1. On reste un simple numéro 2.